Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour du monde extérieur. Donc, on va travailler ici la toile de fond de la Vierge et utiliser notre façon de concevoir le monde pour pouvoir mieux appréhender ici la manière dont on peut voilà, se diriger et donc créer finalement ici les choses à notre image, la manière dont notre réalité ici est créée correspond évidemment ici à des formes de projection. Et c'est justement ce que l'on va ici s'attacher à faire donc durant 2 vidéos. On va parler de paradoxe et de distorsion de manière à essayer de pouvoir poser l'équation et donc utiliser bien sûr ici le processus de la Vierge pour tenter de trouver une solution ici à cette équation. Encore faut-il évidemment ici savoir la poser. Donc j'espère évidemment que ces vidéos, donc on en a une le 31 août et on en aura une seconde le 14 septembre, sauront amener des éclairages ici dans vos situations de vie, votre manière évidemment de vivre votre réalité et donc peut-être trouver une forme de conclusion. Alors est-ce que ça fera lever ici complètement les lignes d'horizon et les barrières? Ça, c'est vous, évidemment, ici, qui saurez nous le dire. Donc, ces vidéos, elles ne sont pas réellement incluses dans on va dire, dans la séquence sur tout ce qui va toucher plutôt votre intériorité, donc le défi, etc. Mais elles viennent vraiment en soutien. Donc, elles peuvent être évidemment écoutées de façon complètement déconnectée des défis, ou elles peuvent venir ici s'assembler. Ça, c'est vous qui allez le choisir et le déterminer. Elles n'ont pas pour vocation non plus, et ça c'est très important en introduction, de bien vous rappeler que cette transmission provient évidemment ici de nous-mêmes. Donc ce n'est pas une vérité dans le sens universel, c'est une expression, une forme, et qui tout simplement ici est la nôtre. Donc on est dans le partage. On partage ici voilà, les informations avec vous, et puis de votre côté, eh bien, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Vous utilisez voilà, la matière, la ressource et toujours le passer bien sûr ici au filtre de ce dont vous avez besoin. Et donc l'idée c'est de prendre des notes si vous le pouvez parce que ça facilite en fait ici, ça aide à pouvoir relier ensuite justement vos propres points et donc mettre vraiment ici cette ressource à votre propre service. Voilà pour le petit mot d'usage. Eh bien écoutez, je vous propose ici de vous retrouver donc dans quelques secondes pour démarrer le thème de cette semaine. Alors, nous allons ici évidemment poursuivre dans la thématique des paradoxes et donc des distorsions, en reprenant appui bien sûr ici sur la fin ici de cette vidéo que l'on a ici travaillé ensemble il y a 15 jours. Et donc, j'avais ouvert ici cette question autour de l'identification finalement ici de vos propres paradoxes, donc de cette divergence finalement ici qui existe entre le cœur et la tête, qui pour bon nombre d'actes dans le sens ici le plus quotidien est vraiment très peu visible. On va avoir quand même ici une tendance à voir ce qui nous saute aux yeux justement, et donc un peu moins ici à vraiment aller au fond finalement et au bout des choses dans ce qui est à notre main finalement. Et c'est en cela bien sûr ici que l'on continue à alimenter ces paradoxes sans même nous en rendre compte, et donc qu'on cherche souvent, et c'est vraiment l'objectif quand on travaille ici dans notre intérieur, on cherche à résorber ces distorsions, mais tant qu'on ne relie pas la distorsion avec le paradoxe, et donc on ne revient pas ici à l'essence première de l'information qui est concernée par cette distorsion, c'est très difficile évidemment de s'en sortir. Et donc on a évidemment une déconnexion ici dans notre manière d'adresser ici les situations depuis le monde extérieur. Donc sommes-nous évidemment ici capables de voir l'étendue ici, parce qu'il y a une notion bien sûr d'étendue que ça peut représenter en domaine, en circonstances, en dynamique, autour de ce que nous sommes, mais également de ce que nous avons été, parce que c'est souvent plus facile en fait de le faire a posteriori, dans le sens ici d'un passager clandestin. En fait, on est quand même le plus grand passager clandestin ici de notre vie, et ça c'est quelque chose évidemment ici
qu'il faut pouvoir intégrer, parce que c'est le moyen aussi de chasser ensuite tous nos paradoxes et toutes nos distorsions. Donc, à quel point sommes-nous capables d'être pleinement honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, d'adopter en toutes circonstances et d'appliquer dans tous les domaines et dans toutes les dynamiques une vision neutre par rapport à cet extérieur, et sortir finalement ici de tout intérêt, notamment matériel, parce que lorsque l'on regarde et que l'on adresse le monde extérieur, c'est le monde de la matérialité. On peut parler aussi d'intérêt personnel, qui ici a une sensibilité, une subtilité avec le propre de l'individu. C'est-à-dire que c'est personnel dans le sens ici de ce qui est relatif, et il y a une différence entre la relativité et l'être, évidemment, ici que vous êtes de façon plus globale, plus entière et donc plus complète. Et donc on a une tendance bien sûr ici naturelle, quelle que soit ici notre énergie, à nous plonger dans cette version-là de l'hominidé qui est l'homo economicus, quand bien même on voudrait ne pas l'être. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir, ici ne pas l'être. Et donc, bien qu'il y a l'adage « quand on veut, on peut », qui est un adage que j'aime beaucoup, c'est globalement le point d'appui. Je pense que c'est de se souvenir que lorsque l'on désire réellement quelque chose, on sait se mettre en capacité de complètement l'obtenir, mais la subtilité va être dans le complètement. Et donc souvent, on a une difficulté à aller au bout ici d'un processus parce que, eh bien, il y a cette perception qui est vraiment très relative. Et donc, c'est un objectif en soi que d'écouter son cœur, mais sommes-nous en capacité de l'écouter complètement, totalement, et de complètement redessiner, restructurer ici notre pensée. Donc on sort d'une pleine lune qui nous pousse évidemment à le faire. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois que l'on passe ici, dans cet endroit-là, finalement, et collectivement du ciel, est-ce qu'on a la possibilité de complètement déstructurer, donc de façon 100% entière, notre pensée, ou est-ce que l'on a la capacité finalement que de progresser de façon progressive? Je pense que ici, bien qu'il n'y ait pas de vérité, encore une fois, il n'y a pas de vérité, je ne l'ai pas observé, donc je n'ai pas la capacité ici de dire oui c'est possible ou non ce n'est pas possible. Je n'ai eu l'opportunité ici que d'étudier les cycles, et lorsque l'on réfère aux cycles, on réfère forcément ici à une dimension de temps. Il y a un début et une fin, et c'est la seule chose ici que je suis en capacité d'attester si vous préférez, et donc non pas d'obliger ici cette vérité de votre côté, mais en gros, si je dois utiliser ma propre expérience et être dans une capacité de transmission, c'est de cette manière-là que je le vois. Maintenant, j'imagine qu'il y a des multiples possibilités que je n'ai pas encore eu l'occasion d'observer. C'est pour ça que je n'en ferai jamais une vérité absolue, déjà dans mon regard et encore moins ici dans un sens de transmission. Mais donc, sommes-nous effectivement ici capables de totalement et complètement sortir de la zone ? Ici se situe, dans mon regard en tout cas, une véritable possibilité, mais si et seulement si je prends l'ensemble en charge. Autrement, si je prends justement ce qui m'intéresse, donc si je relie ici cet objectif à quelque chose de purement matériel ou de purement personnel, il y a de grandes chances que j'ignore ici des parts de moi-même. Donc, sommes-nous effectivement ici capables d'affirmer l'inverse, parce que certes, d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est théorique, en nous comportant toujours d'une même manière ou d'une manière légèrement adaptée, si vous préférez, par rapport à ce collectif. Donc, sommes-nous capables de complètement sortir de l'angle le plus matériel et le plus personnel? Dans mon expérience, je vais vous répondre que oui, c'est possible, si et seulement si vous arrivez vraiment à intégrer la notion en utilisant notamment une citation qu'on avait utilisée l'automne dernier, qui craint de perdre ce qu'il possède est possédé par ce qu'il craint. Et donc de comprendre que la zone rouge, en fait, elle va se situer ici. À partir du moment où il y a quelque chose qui relève de la peur de perdre, eh bien, c'est à ce moment-là que, indépendamment de votre volonté et de votre objectif le plus conscient, vous avez un paradoxe ici qui va se créer. Si je tiens absolument à quelque chose dans ma vie, il est peu probable que je puisse aller au bout d'un processus. Et notamment si je l'ai attaché ici à une personne ou à un bien. Et
En revanche, ça sera un souffle extrêmement positif si je l'attachais à un but, un objectif qui est vraiment de totalement me renouveler. Si je m'attache à un but de totalement me renouveler et d'être complètement authentique, je vais forcément ici mettre la relativité à mon profit et peut-être régulièrement utiliser cette citation pour me pousser plus en avant. Mais autrement, si je mets des zones de non-droit dans n'importe quel domaine, n'importe quelle circonstance ou n'importe quelle dynamique, je ne peux pas la transformer. Je ne peux pas transformer cette circonstance, je ne peux pas transformer cette dynamique, ce relationnel, ce domaine, peu importe ce sur quoi ça porte, sera évidemment ici individuel. Donc le cœur ouvre tous les chemins, y compris et surtout d'ailleurs ceux dans lesquels on se plonge pour savoir ici nous diviser et nous égarer avec la tête, mais pas avec le cœur. Donc en fait, le cœur n'est pas perdu, il n'a jamais été égaré, il n'a jamais été blessé, il n'a jamais été entaché. Il n'y a rien ici qui n'est réel dans le sens ici du cœur. Le cœur ouvre les chemins car il a cette capacité ici de nous conduire dans des événements de vie. Parce que nous sommes en fait au départ physiquement dans justement cette relativité qui crée de l'emprise, ça fait de nous en fait des passagers clandestins. Notre conscience est à la manœuvre et c'est en cela en fait que nous sommes des passagers clandestins. Notre cœur n'a jamais ici quitté la zone, il n'a jamais déserté. Il ouvre les chemins pour nous permettre ici de le rejoindre et donc il faut réussir à passer de la clandestinité évidemment ici à la vie. Et donc à un point d'union, de réunion ici intérieure avec soi-même, rejoindre le cœur, mais ça passe nécessairement ici par une tête qui s'égare. Et c'est simplement un processus en fait. Donc il n'y a aucune forme ici de fatalité, il n'y a aucun doute ici à avoir. Tous ces événements ici de votre vie ne sont conçus et adressés que dans cet objectif. C'est ensuite notre capacité de justement prendre du recul ici dans nos situations de vie, d'utiliser finalement tous nos outils, de développer nos talents pour pouvoir finaliser vraiment ce point de reconnexion complet et entier. Donc c'est évidemment une possibilité, ce n'est en rien garanti. On peut rester le passager clandestin, mais ça, c'est pour ça que c'est important vraiment de le rappeler. Ce côté paradoxal, en fait, comme tout paradoxe, existe pour pouvoir être ici résorbé. Et donc cette distorsion et ces paradoxes que vous vivez, vous pouvez les vivre et vous pouvez complètement ici en ignorer certains. La vie vous poussera toujours ici à les résorber et vous aurez toujours la capacité, bien sûr, ici de les ignorer. Donc il y a un respect ici, évidemment, des différents plans d'existence. Donc c'est ça aussi qu'il faut, j'imagine, remettre un peu dans l'œil le plus neutre. La vie n'est pas là pour nous blesser, elle n'est pas là pour nous faire souffrir. Les autres ne sont pas là pour nous blesser, ne sont pas là pour nous faire souffrir. C'est un sens d'expérimentation et donc parfois, évidemment, il y a de la souffrance. On va ressentir de la douleur, mais c'est le contact, en fait, ici, avec l'aspect le plus matériel qui rend cette situation dans notre regard, qui la rend réalité. Et donc, c'est le fait de se plonger, en fait, dans cette réalité qui génère la souffrance. Et donc, avec tout ce que cela implique. Et c'est évidemment, d'un point de vue du mouvement collectif, c'est évidemment extrêmement complexe. Donc, dans cette capacité ici d'honnêteté, dans cette vision neutre, qu'on pourrait aussi qualifier de vision mature, eh bien, il faut respecter son timing, il faut respecter ici justement cette part de nous qui est très clandestine au départ, pour qu'elle puisse rejoindre ici le passager et que le passager et le clandestin se réunissent, donc ils ne fassent plus qu'un. Il faut vraiment changer notre regard, notre appréciation des choses. Donc c'est en soi quelque chose de très difficile. La réalité est très manipulable. J'espère en tout cas que toutes ces vidéos sur l'emprise vous ont permis de vous en rendre compte. On a peu abordé la manipulation dans le plan le plus collectif parce que en fait je pense que c'est très visible et trop visible et très bien expliqué ici par d'autres. Donc j'ai pas envie ici de générer du contenu qui soit finalement une énième information tournée dans le même sens, mais plutôt justement utiliser ce que
probablement il est beaucoup plus difficile à percevoir, de manière à ce que ça vous serve vraiment ici d'appui dans justement vos propres cycles de développement et que vous ayez cette capacité ensuite à les utiliser pour vous-même. C'est vraiment l'objectif et c'est l'objectif finalement de tout le contenu de notre chaîne. Donc, ne pas être ici une énième personne à affirmer les mêmes choses, mais au contraire, essayer d'utiliser différents angles de vue pour vous permettre d'adresser vos propres conclusions nous paraît ici toujours beaucoup plus juste. Parce que c'est ce qui vous permet ici d'adresser la création dans sa perfection. Et c'est une notion qui est souvent symbolique, pour ne pas dire idéologique. Elle est même utilisée de façon plutôt très rhétorique. On l'utilise, en tout cas, on utilise ici cette information de multiples manières. On va l'utiliser pour nous-mêmes, on va l'écrire, on va l'embellir, on va la publier, par exemple, ici sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ce ne sont que des mots parce qu'ils sont vides de sens lorsqu'ils sont ici utilisés avec la tête. Parce que dans la minute qui suit, on va publier une belle citation et dans la minute qui suit, en fait, on revient dans un rôle. On va adresser les choses en se disant « Ah oui, c'est extrêmement inspirant, mais que faisons-nous concrètement ici à la sortie de cette publication pour vraiment concrétiser la perfection ici dans notre propre vie ?» Et donc ici se situe vraiment un très grand paradoxe, et un très grand paradoxe notamment dans tout ce qui va toucher un mouvement collectif autour du bien-être, du mieux-être, de la spiritualité, mais ça vaut aussi pour tout ce qui va toucher les angles plus théologiques. La théologie, c'est l'étude ici des religions, dans le sens monothéiste. La théogonie aussi, tous les adeptes ici du paganisme, etc. Donc là, ici, on est plutôt dans des cultures où la religion est plutôt portée ici sur la nature. Mais en fait, c'est un vaste chantier qui, certes, a de nombreuses ici utilités, mais qui pourtant va utiliser ici du symbolisme et des symboles dans un sens extrêmement idéologique et rhétorique, et ne pas nécessairement l'appliquer justement dans tous les domaines, dans toutes les relations, dans toutes les circonstances. En fait, vous trouverez assez peu de personnes qui cherchent vraiment de façon pleine et entière de relier ici tout un ensemble, c'est-à-dire d'aller au bout dans leurs actions, dans leurs pensées aussi, dans leurs projections. Et c'est en cela évidemment que collectivement on vit un paradoxe, parce que c'est un gloubi-boulga quelque part, et donc c'est en désordre, on peut le dire ici comme ça, c'est en désordre. Et donc ça, c'est générateur en fait ici de lutte et de combat, parce qu'à partir du moment où c'est idéologique, où c'est symbolique et rhétorique, on a la possibilité vraiment ici d'une part d'avoir de multiples interprétations, et ça c'est pas une difficulté, c'est très bien, tant qu'effectivement il n'y a pas d'affirmation et qu'on l'utilise pour ce que c'est, c'est-à-dire la vérité qui nous appartient sans l'imposer aux autres. C'est plutôt quelque chose qui se partage. Mais lorsque ça devient ici idéologique, ça devient nécessairement un combat. Et donc ça devient une lutte. Et donc toutes ces idéologies finalement ne servent pas, on va dire, le collectif. Ça sert une partie du collectif et ça sert surtout de prétexte et d'excuse pour s'opposer à une autre partie ici du collectif. Donc ça ne peut pas être neutre. C'est globalement le camp du bien ou le camp du mal, et le bien et le mal est relatif. Je vous le redis parce que je pense que je l'ai dit à de multiples reprises, mais c'est toujours important de se remettre ici dans la neutralité justement. Lorsque vous faites quelque chose, eh bien, il est peu probable que, en tout cas, le réflexe, il ne va pas être de dire j'ai fait le mal. En fait, vous allez dire j'ai fait de mon mieux, ou pour pas dire j'ai fait le bien, mais vous allez toujours dire j'ai fait de mon mieux. Et donc, je fais ce en quoi je crois, enfin peu importe, mais en fait, je connais personne qui se place dans le camp du mal. Ils ont toujours ici, même ceux qui peuvent faire souffrir les autres, ils ont toujours une excuse, un prétexte, quelque chose en fait qui leur permette de justifier leur action, comme pouvant évidemment ici impacter d'autres personnes, mais qui va leur permettre de justifier leurs actions ici sur le plan plus personnel. Par exemple, quelqu'un ici qui tue,
quelqu'un qui globalement se comporte voilà, vraiment de façon extrêmement violente, on cherchera toujours un prétexte ici à cette violence. On cherchera toujours à expliquer que, eh bien, peut-être dans son enfance, il a vécu des traumatismes et que donc, à ce titre, évidemment, on ne peut pas se permettre de le juger. Je dirais que c'est correct parce que d'une façon générale, je ne crois pas ici que quiconque homme que ce soit puisse se permettre ici de juger. D'une part parce qu'on a tous des pensées sombres et on a tous ici eu des actes qui potentiellement pourraient être répréhensibles. On n'a jamais ici bien agi, on a agi et donc il faut revenir à l'essence. Ce qui compte, c'est l'action. Et donc on peut chercher effectivement à progresser, mais bon, ce programme finalement et ce tissage, il est à l'extérieur de nos mains sur le plan le plus physique. On est conduit pas simplement par des pulsions, mais il y a des expériences. Et donc ces expériences-là, évidemment, dans un monde ici qui est extrêmement relatif, on va avoir une manière ici de jouer et d'expérimenter qui est quand même propre à des paramètres qui dépassent ici la simple expérience physique. C'est un ensemble et donc c'est quand même quelque chose sur lequel je crois il est important de se repositionner aussi parce que tant qu'on est en lutte, ça peut effectivement être justifié et justifiable. Hein. Il n'y a pas ici, en tout cas de mon côté, je vais toujours chercher à regarder les choses dans un ensemble, mais on ne peut pas juger un acte de façon isolée ou on ne peut pas juger une personne uniquement ici sur une situation. Il faut vraiment ici observer tous les ensembles et donc se repositionner de cette manière-là. Effectivement, d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose qui est très difficile et on pourrait donc là utiliser l'angle de la morale. C'est sûr qu'il y a la moralité en fait ici qui vient ajouter une complexité à l'équation. Mais on va dire que si on voulait vraiment essayer de collectivement faire progresser les choses, la première des étapes, c'est déjà de revenir à soi. Et en fait, le soi est finalement davantage ce qui compte et ce que l'on partage est plus important que ce qui se situe au plus loin de nous. Si déjà on est en capacité de complètement être nous-mêmes, 100% honnête, 100% s'apprécier dans justement ici un ensemble, et bien par effet ricochet, ce que l'on partage va ici se propager différemment. Et donc la multiplicité ici de ce partage qui change aura probablement un effet beaucoup plus, certes lent quelque part, parce que ça reste lent, mais plus authentique et surtout une fondation, parce que c'est ce qui est transmis en fait dans ces moments-là, c'est une fondation. Et donc une fondation, eh bien c'est quelque chose de neuf sur lequel ici aller ériger. Donc c'est un nouveau socle et je pense qu'ici on est plutôt arrivé collectivement à un point où il est possible, en tout cas il y a plein de choses, plein de paramètres qui permettent de rendre possible cet événement, quelque part, si on voulait le qualifier d'événement, ce point, en tout cas ici, dans une ligne de temps plus collective, où effectivement la capacité ici de certains à venir placer leur propre socle et sans nécessairement s'y attacher comme un objectif, c'est-à-dire je veux sauver le monde, jamais, surtout jamais attacher ce genre de but parce que en fait, vous seriez vraiment dans un tout autre contexte, vous vous plongeriez dans d'autres croyances. Vous sauvez vous-même, bon, éventuellement, et pourquoi pas, mais c'est pas tout à fait, je crois, juste de le regarder de cette manière-là. C'est surtout qu'est-ce que je veux laisser ici. Donc, sortir de la clandestinité, c'est aussi déterminer ce que l'on veut imprimer ici dans ce monde. Peut-être pas comment on voudrait qu'on se souvienne de nous, c'est pas forcément non plus de cette manière-là ici que, en tout cas, pour ma part, je l'adresse. C'est comment vivre cette existence. Et je crois que c'est le seul souffle finalement qui est important, c'est plutôt ce qui doit pouvoir attacher ici notre pensée parce que ce serait beaucoup plus ici en reliance avec le cœur. C'est qu'est-ce que je désire faire émerger ici dans ce monde, d'une part parce que ça me plaît, ensuite parce que c'est moi et que finalement, comme ça m'appartient, je suis en capacité de le conduire. Et je suis bien moins intéressée dans ces moments-là, donc c'est pour ça que si on l'adresse de cette façon-là, ça permet vraiment, je crois en tout cas, de sortir de cet intérêt plus matériel ou de cet intérêt plus personnel dans une base ici qui est simplement ce que vous êtes. Et donc, a priori, je dirais que c'est suffisant. Si vous sortez de cette existence en ayant fait ce que vous êtes, c'est
ça vaut enfin, je vais dire ça vaut de l'or parce que c'est une façon ici d'utiliser une expression, mais je pense que c'est surtout le but de l'existence, en fait. Ça met aussi fin aux expérimentations dans le sens le plus clandestin. Donc, il n'y a plus de dissimulation. Et s'il n'y a plus de dissimulation, je dirais que c'est juste et que vous allez laisser ici votre marque, votre empreinte. Non pas personnage, mais l'empreinte, justement, ici d'énergie. Et donc, l'empreinte d'énergie, celle-ci, elle est immensément grande et elle est peut-être extrêmement impactante lorsqu'elle émerge, justement, dans le monde. Donc, on va avoir tendance à s'émerveiller justement de manifestations extraordinaires. C'est ce qu'on appelle les miracles. Et donc il y a certains, évidemment ici, qui ont jalonné l'espace-temps avec cette zone extrêmement miraculeuse. Mais elle est exceptionnelle. Donc en fait, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Elle est exceptionnelle et elle correspondait probablement à l'empreinte et à l'énergie de la personne ici qui est venue marquer le temps. Donc sommes-nous ici des personnes qui vont marquer le temps? Eh bien, c'est le temps en fait, et c'est la chronologie qui le dira, et ça le dira a posteriori. Donc, le projeter de cette manière-là n'apportera pas la solution ici, ni à vos distorsions, ni à vos paradoxes. C'est quelque chose qui est plutôt une illusion, parce que vous n'aurez jamais la conclusion ici dans ce corps en fait. Et puis, il y a les choses qui sont faciles dans la manifestation, et là, ça peut être des choses qu'on va voir miraculeuses plutôt à partir de soi, donc c'est plus extérieur comme les miracles dans le sens extraordinaire. Ce sont les petites choses ici qui jalonnent nos vies, alors on va dire les petites choses parce que ce sont en général des petits événements, mais qui nous concernent de façon entière, où on a l'impression que la solution est tombée du ciel et que tout cela s'est mis en place comme par magie. Donc là on est plutôt dans un état de béatitude. Et en fait, ça, c'est comme l'extraordinaire, en imaginant que les autres sont miraculeux et donc il faut être particulier pour être miraculeux. Ici, il y a un autre biais. On a l'impression effectivement que c'est un coup de baguette magique et donc on n'est pas conscient qu'il n'y a pas de coup de baguette magique et qu'en fait, ce n'est que finalement le produit de circonstances qui ont été générées et qui conduisent certes à un point où on peut être en béatitude, mais en fait, on devrait pouvoir trouver quelque chose qui est beaucoup plus fin encore, c'est-à-dire s'émerveiller de chacun de nos souffles. Parce que là, à cet instant-là, on sait effectivement qu'on sort des distorsions et des paradoxes et on change complètement notre vision du monde parce qu'on a complètement changé évidemment ici de vision sur nous-mêmes. Donc, ces miracles, dans le sens le plus extraordinaire, ils sont rares, très rares, on ne les vivra pas forcément ici dans une existence. Le côté béatitude, oui, en fait, on peut le vivre un peu. Donc, peut-être que ça va représenter 10% de notre temps d'existence, peut-être même moins. Et par contre, c'est un endroit où on peut travailler notre pensée et c'est un endroit où justement, on peut aller chercher de la matière. Si effectivement on cherche davantage avec la tête, donc le fait que je vous donne cette information-là pourrait pousser certains d'entre vous à chercher à s'émerveiller avec la tête, alors là, attention à ne pas tomber dans la gratitude-attitude, qui est vraiment le fait de s'émerveiller pour tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est tout aussi illusoire. On peut effectivement s'émerveiller de toutes petites choses. Un lever de soleil est globalement très merveilleux. Une graine que l'on plante et qui pousse. Mais là, on n'est pas dans la gratitude-attitude parce qu'en fait, il y a un rapport avec soi qui est un petit peu plus éloigné. On va dire la nature est formidable. Et là, on peut se sentir alors exalté autour de ça, il n'y a pas de sujet. Quand on est ancré, on va se dire la vie suit son cours. En fait, c'est beau de voir à quel point la vie suit son cours. Donc, on n'est pas dans la béatitude, on n'est pas dans le côté fascinant que peut adresser ici les miracles. Et on n'est pas dans la gratitude-attitude, qui est vraiment quelque chose qui est utilisé et utilisable au début d'un parcours parce que c'est ce qui motive. C'est une source de motivation, mais ça ne doit pas rester effectivement ici la source première parce que c'est assez falsifié en fait dans le fond. Donc ça doit nous permettre de nous rassurer et effectivement on cherche à se rassurer. Ça doit nous pousser à être des meilleures personnes. Il faut un moteur au départ avec la tête parce qu'on n'a pas accès à notre cœur. Donc il faut un moteur carburant de la pensée pour qu'elle puisse bouger. Et comme on croit ce que l'on voit, ça c'est globalement les nombreux biais cognitifs. Alors pour beaucoup il y a le biais de confirmation. Quand on est dans la gratitude-attitude, en fait on est beaucoup dans le biais de confirmation. Quand on est dans une observation, on va dire un peu plus neutre,
ici que l'on est dans une forme plus introvertive parce que en fait la gratitude attitude en général on va le trouver chez les personnes qui font preuve ici d'une facilité à aller dans l'extérieur. Quand on est ici programmé plutôt avec une difficulté à se plonger complètement à l'extérieur, on est plutôt dans des biais d'observation qu'il peut y avoir. Alors il y a un côté, voilà, les stéréotypes, il y a beaucoup de choses en fait dans la structure de la matière qui peut vraiment ici être utilisée de cette façon-là. Sans rentrer trop dans tous les biais de confirmation, vous avez énormément ici de littérature qui peut vraiment vous aider. C'est le fait de chercher au-delà des biais et pour contrecarrer justement ici les biais qu'on ne peut pas déconnecter. C'est-à-dire que ces biais-là, en fait, on ne peut pas les déconnecter par le simple fait de le vouloir, en fait. C'est pas parce que ici on détecte un biais qu'on sait le faire sauter. Il faut travailler le biais. Et donc, puis, quand on est dans notre pensée, il faut considérer les biais aussi pour pouvoir se dire, ok, là j'adresse une conclusion neutre, eh bien il faut avoir conscience de ces biais. Donc dans l'angle de la conscientisation, il ne faut pas ignorer ce fonctionnement de notre zone cérébrale. Et sinon, il y a quand même de grandes chances qu'on soit à nouveau un peu dans l'égarement de la pensée. Donc ça doit nous servir pour chercher justement à regarder par-delà le miroir. Et au départ, on ne le voit que par le prisme de ce qui ne nous plaît pas. Donc on peut revenir dans l'angle de croire, parce que c'est vrai qu'on croit ce que l'on voit, mais il faut déjà revenir à l'essence du mot croire. Donc croire, c'est credere. Et sa signification latine, c'est le fait de confier quelque chose, on le prête en fait. Et donc, il y a aussi le fait, dans la traduction, d'avoir confiance. Et c'est pour ça que quand on dit on croit ce que l'on voit, mais en fait on ne voit que ce qui... On arrête de croire que lorsque quelque chose ne nous plaît pas, c'est justement parce que en fait, quand on croit à quelque chose, on y prête de l'attention, on confie quelque part dans cette information notre confiance. Donc on la met à l'extérieur, elle n'est plus ici à l'intérieur de nous. Et donc, lorsqu'une distorsion apparaît, eh bien, on va avoir des sentiments ici autour de ça. On peut se sentir trahi. J'ai embrassé une cause, je me suis impliquée ici dans quelque chose que j'estimais être mon combat, et puis à un moment donné, je m'aperçois que ces choses-là, elles ne fonctionnent pas, en fait, ou que les gens ici qui sont dans ce groupe, par exemple, que j'ai rejoint, eh bien, ne sont pas du tout ceux que j'imaginais. Et je me sens trahie, je peux me sentir humiliée, je peux me sentir rejetée peut-être pour des opinions ici que j'aborde avec eux, je n'arrive peut-être même pas à débattre, en fait. Ou je peux me sentir évidemment abandonnée. En fait, peu importe, ça va générer tout un tas évidemment de sentiments. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on retire la confiance. En fait, ça vient, donc on ne croit plus. En fait, il y a croire et le fait de ne plus croire. Donc, je crois en quelque chose jusqu'à ce que la distorsion se produise. Et c'est ce qui va me pousser ici à ne plus croire. Et donc, on est quand même ici dans une tête chercheuse. C'est pour ça que je vous l'explique, parce que cette distorsion, elle apparaît, je fais disparaître la confiance, mais je ne sais pas pourquoi en fait je me suis plongée ici dans cette croyance, sauf si j'analyse. Parce que effectivement, c'est pas le fait de chercher avec la tête qui est un problème, c'est l'utilisation ici de la zone. Donc si je cherche à appartenir à un groupe, si je cherche à me plonger ici dans certaines luttes et certaines batailles, c'est qu'il y a un conflit en fait ici à l'intérieur de moi. Sinon je ne suis pas en paix en fait pour faire ça. Si je suis en paix avec la manière dont fonctionne ce monde, si je suis en paix avec la perfection de la création, je ne cherche pas en fait ici à me placer dans un but. Donc lorsque je cherche, c'est parce que le mot chercher ici tire sa racine latine dans le fait de parcourir ce qui est autour de soi. Donc je vais évidemment, lorsque je crois en quelque chose et que je n'y crois plus, je vais chercher peut-être à comprendre. Alors très bien, ici je vais utiliser ma tête de façon différente, comment j'ai pu plonger ici dans ce domaine ou dans cette situation, comment je suis allée m'enfermer dans quelque chose. Mais en règle générale, le comportement en fait ici le plus naturel, c'est de remplacer par autre chose. Et ça on le voit dans les addictions notamment, on remplace souvent une addiction par une autre, c'est le même principe. En fait on ne règle pas la source de l'addiction, on va remplacer ici par quelque chose. Donc si par exemple
j'ai une addiction ici, je ne sais pas, au café, et que j'arrête le café, je vais devoir compenser ici mon absence de caféine par autre chose. Donc en fait, voilà, bah, ça doit nous apprendre évidemment ici des choses autour de l'addiction. Et peut-être qu'on est ici une personne qui va pouvoir porter une voix autour de l'addiction. Ça, après, c'est juste pour vous donner un exemple, mais c'est dans le même mécanisme en fait. Donc l'addiction, c'est quelque chose qui est visible, mais en fait, le cerveau est une zone vulnérable, donc est de toute façon dans l'addiction. J'ai besoin de me nourrir, de m'emplir ici de quelque chose, et le cerveau il a besoin d'être nourri. Donc en fait, c'est simplement après de quoi je me nourris qui finalement peut ne pas créer de difficultés autour de cette addiction. Cette addiction, elle ne peut pas disparaître en fait. On a besoin d'avoir un cerveau qui est alimenté. Et c'est plutôt d'où je tire l'essence de mon alimentation qui devrait en fait ici résoudre l'équation, parce que de toute façon, tant que vous êtes dans un corps, votre tête, elle va continuer spontanément à croire, elle va continuer spontanément à chercher. Et effectivement, on doit apprendre que c'est le cœur qui trouve ce que la tête cherche. Mais automatiquement, on va quand même chercher ici à remplacer les choses. Donc, est-ce qu'on remplace une idée par une autre, ou est-ce qu'au contraire, on entre plutôt dans cette zone d'étude? Est-ce qu'on est plutôt ici observateur de l'expérience, et donc est-ce qu'on cherche à conduire quelque chose consciemment et on peut revenir dans cette zone, ou est-ce qu'effectivement, eh bien, je suis le produit de l'expérience? Et ça, c'est pas tout à fait non plus la même chose. Donc tant que je suis dans la tête, je suis le produit de l'expérience. Si par contre j'arrive ici à relier la tête et mon cœur, eh bien là, je ne suis plus le produit de mon expérience, mais j'ai conscience qu'en tant que passager, donc avec un corps quelque part, je vais avoir la capacité d'expérimenter, et je vais devoir ici comprendre comment expérimenter différemment pour ne plus être séparé de mon cœur. Et c'est en fait globalement de cette manière-là qu'on fait changer notre façon ici de penser, que l'on quitte ici quelque chose qui est très enclavé pour nous ouvrir à quelque chose qui de toute façon ne s'arrêtera pas. L'expérimentation finalement ne se terminera avec ce personnage ici, cette existence costume personnage, je parle de corps, que vous êtes. Donc vous aurez évidemment l'opportunité d'expérimenter de nombreuses choses. Maintenant, c'est la différence entre un choix conscient, un besoin d'expérimentation pour révéler quelque chose de vous, ou effectivement vivre son existence. Et là, il y a évidemment ici une subtilité supplémentaire à intégrer. Donc le cœur trouve, et trouver en fait ici, donc en latin c'est tropare, donc c'est le fait ici de composer, d'inventer. C'est la racine de troubadour. C'est intéressant parce que de fait ici c'est l'artiste, évidemment le troubadour. Alors dans sa forme de langage, il est celui qui conte les histoires ici de village en village, mais ces histoires il les tire bien de quelque part. Donc le troubadour passe autant ici un message qu'il ne le fait finalement ici d'une joyeuse façon. Donc c'est intéressant aussi lorsque l'on comprend que la tête cherche et que le cœur trouve, à quel point chercher et trouver doivent s'associer. Parce qu'ensuite, c'est la manière, en fait, ici de l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer comme un troubadour, en racontant évidemment ici les histoires, et donc en contribuant quelque part à tisser la trame de ce symbole, qui peut être des symboles collectifs, mais qui peut être aussi l'étude des symboles, et donc une façon imagée, finalement, ici, de transmettre votre vérité. Être un véritable artiste et utiliser votre propre langage pour le faire. Mais vous voyez bien ici qu'il y a quand même quelque chose qui se relie, et qui est vraiment une forme ici de route, changement de route, comment changer ici d'existence, comment vivre différemment notre existence, bien moins en nous jugeant bons ou mauvais, ou en jugeant les autres bons ou mauvais, mais en choisissant quelle forme de troubadour en fait ici nous sommes, dans quel cœur es-tu. On ne sait peut-être pas quel cœur nous sommes, c'est ok, ou on ne sait pas quel artiste peut-être ici nous sommes, mais par contre on peut expérimenter à la manière ici d'un troubadour jusqu'à trouver finalement l'histoire que l'on a envie ici de conter parce qu'on l'aura vécu. Donc la tête finalement peut devenir à ce moment-là l'artisan, tandis que le cœur est l'artiste. Donc la tête peut servir évidemment ici le cœur lorsque le point de conjonction ici se trouve. On va travailler la balance ici est l'archétype du cœur, elle porte ici en tout cas l'endroit où se loge notre cœur, tandis que effectivement, donc physiquement parlant,
tandis que le bélier, ici, est le symbole de la tête. Donc on a évidemment un passage qui est ici très important, et c'est la Vierge qui l'offre pour justement changer le cours de notre existence. La Vierge nous permet de franchir un cap, de monter ici à maturité, et puis on aura évidemment la disposition du cœur lorsque l'on entrera en balance. Sauf que quand on entre en balance, si on n'est pas dans le cœur, la balance, elle fait s'effondrer les châteaux de cartes. Donc souvenez-vous effectivement que c'est donc théorique jusqu'à ce que ça devienne pratique. La tête peut être évidemment ici l'artisan, mais n'est pas l'artiste. Le cœur est l'artiste, mais a besoin d'un artisan. Donc les deux, évidemment, ne doivent plus se dissocier. Donc majoritairement, ce qui nous fait agir de façon paradoxale, pour nous-mêmes, ou la manière dont le monde est structuré de façon paradoxale, vient évidemment ici de cette absence de connexion entre la tête et le cœur. On va chercher avec la tête, on va ici regarder tout autour de nous et on va adhérer en fait à autre chose qui n'est plus la forme que nous connaissions, mais qui est une autre forme ici d'adhésion. Donc c'est une autre possibilité, mais qui est cherchée en fait et trouvée depuis l'extérieur, alors que la tête doit chercher autour finalement plutôt comment agir, parce qu'elle sait que la réponse se trouve dans le cœur. Et si effectivement nous étions tous tournés vers notre cœur, ce que nous construirions ensemble ici tel l'artisan, donc le côté artisanal que représenterait ici le monde serait effectivement extrêmement différent. Et donc je reviens à cette idée de socle, on peut le juger, on peut l'estimer, on peut le voir, on peut dire oui c'est sûr que le monde ne fonctionne pas du tout dans le bon sens et que en fait on ne peut pas y arriver dans ce sens-là. Oui, mais alors dans ce cas-là, on revient déjà à soi et on se souvient à quel point déjà il est difficile d'être le propre artisan plein entier du cœur en fait. Et donc à quel point, rien que pour soi, de complètement se régler, à quel point c'est très difficile. Et ça nous permet de ne plus ici observer le monde d'une même manière. On l'aborde avec plus de douceur, je crois, en tout cas vous me le direz, mais je pense que ça aide à observer le monde avec plus de douceur, plus de compassion, pas de complaisance en fait, mais se dire ok, à mon échelle, alors que j'étais pas un tueur en série et que j'étais pas ici la personne la plus déstructurée du monde, waouh, mais déjà quel chemin, et c'est déjà très long. Alors on peut quand même se rendre compte à quel point ça peut être très compliqué selon le costume du personnage que l'on a endossé. Et donc autant s'occuper et se préoccuper de son socle, plutôt que de regarder quelque chose qui est aussi fort opposé finalement à notre base de départ. Notre base de départ, elle est différente évidemment chez chacun, mais elle n'est peut-être pas dans l'amplitude que ce que certains peuvent aller endosser au moment de l'incarnation. Donc ça, c'est quelque chose qui aide aussi à remettre un peu d'équilibre dans notre vision du monde, en passant évidemment ici par une vision de nous-mêmes qui doit aussi évoluer. C'était déjà compliqué et on ne s'était pas quand même mis tous les fardeaux ici sur le dos. Alors, bon, chapeau à celui qui finira son existence vraiment d'une manière de fait pas opposée à la version qu'il avait empruntée. Donc, de la personne la plus cruelle devenir une sainte, bon, c'est qu'une même pièce. Mais par contre, de la personne la plus cruelle à une personne qui s'ouvre à son cœur et qui partage, je crois que quand même, il y a un niveau de difficulté qui est très impressionnant. Et ce serait évidemment magnifique à observer. Maintenant, est-ce que c'est cohérent? Ça, à ce stade-là, je n'ai pas la réponse. Hein, donc, c'est juste pour ouvrir, bien sûr, ici le débat, justement, ensemble. Donc, adhérer. Ne pas oublier, évidemment, ici, de vous qualifier adhérer. Important de bien qualifier tous les mots. Adhérer, ça veut dire être fixé. Donc en fait, c'est vrai que lorsque l'on adhère à quelque chose, et notamment si on adhère depuis l'extérieur, on s'y fixe en fait, et donc on se fige. Par contre, si on est dans l'adhésion du cœur, on est fixé justement ici à notre cœur, donc on y est lié. Et ça change un peu tout. On n'est plus en projection, on est vraiment en train de se relier ici avec notre cœur. Donc adhérer, ça passe par le cœur, en fait, ça passe par le fait d'adhérer, non pas avec le cœur à une théorie de quelqu'un d'autre, ça passe par l'adhésion du cœur. Comment aller chercher ici l'adhésion de mon propre cœur. Et ça, c'est ce qui permet vraiment de quitter ce point où on est un autre qui se cherche sans se trouver,
On est un autre, en fait, finalement, qui ne réussit pas à s'inventer parce qu'il faut pouvoir déjà revenir dans l'adhésion du cœur et non plus adhérer dans un sens le plus extérieur. Pourquoi c'est bloqué? Il y a un petit paradoxe autour de l'erreur, voire un gros paradoxe. On a peur de se tromper, en fait. C'est souvent une des raisons ici que l'on utilise. On ne sait pas si on peut, on ne sait pas si on doit, on ne sait pas si c'est possible. Et lorsqu'on ne sait pas, c'est les fameux si. Vous verrez qu'ils sont dans les conclusions de la Vierge. On manque d'autonomie, en fait, parce que on ne peut pas avoir peur de se tromper. Si effectivement on est donc trompé, c'est la racine de trompette, hein, ça va bien avec le troubadour. Donc on a peur en fait ici de faire les choses pour finalement et les claironner peut-être comme une trompette parce qu'on ne sait pas si on peut, on ne sait pas si on doit, on ne sait pas si c'est possible. Et donc à ce moment-là, c'est de se souvenir que tout cela ne relève effectivement qu'un sujet autour de l'autonomie. Donc il y a énormément de sujets que vous allez devoir travailler. Il y a la confiance bien sûr, mais il y a la foi de fait ici qui est vraiment l'ouverture du cœur. Il va y avoir les illusions, comment voilà, ne plus ici rester dans ces difficultés qui nous figent. Et donc un des derniers points, c'est l'autonomie, mais c'est vraiment un des derniers points parce qu'il nous faut une appréciation très grande et très large pour comprendre la différence entre dépendance, indépendance et autonomie. Et l'axe des poissons et de la Vierge porte évidemment ici la maturité. Il faut beaucoup, beaucoup monter en maturité dans notre pensée, chasser en fait ici, traquer dans notre pensée tout ce qui nous entrave du cœur pour pouvoir se dire, eh bien là je peux prendre la trompette et le clairon. Je n'ai plus peur de la trompette, je peux claironner qu'effectivement je suis là en fait et que je suis prête à embrasser mon autonomie. Parce qu'il y a ce moment où on est prêt à le faire et puis il y a ce moment évidemment ici où on pourra se diriger, donc utiliser ici l'autonomie pour tisser justement consciemment, ne plus être le clandestin dans notre vie, mais au contraire prendre le relais ici avec tout cet ensemble. Le corps réuni avec l'âme et avec la conscience, agissant de concert à partir du rayon du cœur. Lorsque l'on est enfant, on nous apprend à être autonome du point de vue physique. Donc on voit bien que l'autonomie, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est pour ça que c'est important d'observer bien sûr ici ce mécanisme. On a travaillé le mécanisme de l'enfant pendant le printemps. Et en fait, si on apprend à un enfant à être autonome avec son corps pour adresser ses besoins primaires, vous comprenez bien qu'en tant qu'adulte, on ne sait pas vivre de façon autonome. Sinon, si c'était naturel, on n'aurait pas besoin d'accompagner un enfant dans son autonomie par rapport à son corps. Donc on doit être accompagné dans notre autonomie par rapport ici à notre tête pour pouvoir accéder au cœur. Donc c'est exactement le même principe. On va rarement au-delà des besoins primaires quand ça concerne l'autonomie et pourtant c'est là où il y a le plus d'espace. Et donc si on dit ici à un enfant je vais t'apprendre à être autonome, eh bien, il faut reconnaître qu'il y a toujours ici cet enfant à l'intérieur de nous qui doit parfaire ici son apprentissage. Et donc, autonomie, c'est pas simplement savoir adresser ses besoins primaires, boire son eau tous les jours, se laver, adresser son hygiène, etc. Ou alors, on prend la même chose, il faut laver nos pensées, il faut être dans l'hygiène ici de notre pensée, on doit se purger de ce qui finalement ne correspond pas. On fait des expérimentations et on doit les purger. En fait, on doit nettoyer, on doit filtrer, trier et garantir que finalement, on ne retient que l'essence, ce dont on a besoin, le besoin primaire, pour en faire ici quelque chose. Donc, c'est vraiment ce même principe. Le paradoxe de l'erreur, il est là aussi, en fait. Donc, quand on dit, par exemple ici, à un enfant ou à quelqu'un, tu dois devenir plus autonome, bon, là, on s'envoie un petit miroir quand même, parce que le simple fait de devoir l'affirmer dans un contexte, de demander à quelqu'un d'être plus autonome, c'est qu'a priori, on ne l'est pas soi-même, parce qu'autrement, quelque chose se serait partagé ici autour de ça. Et la personne aurait donc un exemple, un socle sur lequel pouvoir s'appuyer.
Lorsqu'effectivement on apprend un enfant à être autonome par rapport à son corps, on utilise bien notre propre corps pour lui montrer comment être autonome. Alors, si vous êtes une femme, vous apprenez à votre fille à être autonome dans son intimité corporelle, par exemple. Et si vous êtes un homme, vous le faites de la même manière avec votre fils. C'est la même chose, en fait. Vous utilisez bien votre socle et votre manière de vous comporter sur le point de l'hygiène, par exemple, pour pouvoir effectivement transmettre quelque chose à votre enfant. C'est la même chose pour l'autonomie, ici, dans la pensée, la liberté de cœur, etc. C'est une transmission. Et donc, dès lors qu'on considère que c'est une transmission, il faut effectivement être soi-même au point, dans sa propre autonomie. Et vous verrez que on ne dit pas, c'est-à-dire que c'est intuitif, en fait, de donner ici de l'autonomie à un enfant par rapport à son corps. Et donc, on ne ressent plus le besoin de rappeler à quelqu'un ici qu'il va falloir qu'il se prenne en charge. Il n'y a plus de besoin autour de ça. Parce que c'est aussi intuitif que ça ne l'est avec un enfant. Et la partie la plus intuitive ici de la réalité lorsqu'elle n'est plus relative, c'est de faire de soi-même en fait quelque part un exemple sans le citer. En fait, on ne va pas se dire « je suis un exemple ». Non, bon là il y a de l'ego. Mais on transmet en fait et on partage. Et parce qu'on partage parce qu'on a confiance ici dans l'information qu'est la nôtre. On a confiance et suffisamment confiance pour pouvoir ici opérer la transmission. Donc il y a bien quelque chose ici qui s'est manifesté et qui est différent et qui nous laisse ici la possibilité d'être dans la légitimité pour réussir à faire quelque chose. Et notamment si ça vous tient à cœur. Parce que en fait, le cœur a besoin ici de cette légitimité. Donc, un petit clin d'œil, bien sûr, ici à toutes les familles d'âme, parce que c'est évidemment ici que se situe en général le nœud. C'est dans la compréhension ici de la famille d'âme que l'on est finalement ramené à cette difficulté à être autonome, en fait. Si vous cherchez dans quel endroit vous aurez toujours une difficulté à être dans votre autonomie, c'est logé dans la coloration de votre âme. Donc, effectivement, on a différentes choses dans lesquelles la famille d'âme nous informe, nous transmet ici. Et le fait de prendre corps dans une famille d'âme, c'est ce qui nous permet ici de conduire un apprentissage. Pourquoi aurions-nous besoin de conduire un apprentissage si c'est quelque chose qui avait été accompli, si c'était réalisé et si ça avait été réintégré à l'intérieur de nous-mêmes? Là, je vous adresse la question. Donc, votre famille d'âme vous adresse ici le message de l'endroit où l'autonomie est la clé, en fait. Et donc, l'endroit où vous aurez une difficulté à être autonome, consciemment ou inconsciemment. L'endroit aussi où depuis, en tout cas, l'orientation de la transmission, elle va de source avec ça. C'est-à-dire que finalement, on ne transmet que ce qui a été remis en ordre à l'intérieur de nous. Donc notre appétence ici de transmission au départ, si elle n'a rien à voir avec notre âme, c'est qu'on sait le faire. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose que l'on doit faire, c'est juste que c'est pas un challenge en fait. C'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de nous. Là, on cherche à libérer l'artiste à l'intérieur de nous, puisqu'on cherche ici à récupérer l'ensemble des fragments. Donc votre âme, en fait, vous donne une indication sur le challenge, le défi, en fait, ici de votre existence, et l'endroit où vous êtes justement dans une forme de dépendance ou d'indépendance, en fait, peu importe, mais dans lequel l'autonomie ne peut pas émerger. Donc, c'est un sens, évidemment, conducteur de vos expérimentations. Tout va vous pousser à en prendre conscience. Et une fois que vous aurez tiré l'essence, eh bien, cette étape-là sera dite terminée. Vous ne saurez peut-être pas vous approprier la connaissance qui est révélé à l'intérieur de cette expérience. Il va vous falloir du temps pour pouvoir le faire et ça va vous appartenir. C'est l'essence de vos talents. Et donc, ça prendra du temps, évidemment, à utiliser en autonomie ces zones d'information. Mais en fait, vous êtes affranchi. À un moment donné où l'âme, elle est affranchie, eh bien, c'est ce moment où, effectivement, on s'offre la capacité à pouvoir naviguer en autonomie autour, ici, de cet affranchissement, ce cap qui a été réalisé. Et il y a une différence de temps entre le cap et voilà. On doit vraiment prendre conscience de ça, tout comme on doit prendre conscience, si on est féminin ou masculin, de ce qu'implique la programmation ici autour de la blessure fondamentale. Par quoi avons-nous péché? Donc c'est le même principe que celui de l'âme, bien sûr, parce que
l'âme n'est que le costume que l'on endosse pour pouvoir venir résoudre ici cette équation, donc va plutôt donner le moyen, la manière ici dont l'artiste a choisi de s'exprimer, tandis que effectivement la blessure fondamentale va plutôt représenter les entraves supplémentaires, les petits fardeaux, parce qu'on en a besoin de toujours plus. Et donc là où il faudra être particulièrement persévérant, mais aussi vigilant, parce qu'ils sont source ici de notre construction dans son déséquilibre. Et ici va se situer de nombreux paradoxes, parce que la blessure ici fondamentale, c'est celle qui donne une capacité d'agir et de réagir que dans un certain sens. Et il y a une foule d'informations qui vous concernent sur le plan individuel, qui est effectivement inscrite ici dans votre propre cycle d'existence, au travers des différentes positions que vont représenter les planètes, etc., etc. Donc, programme complexe, vous êtes un programme extrêmement complexe, mais ce n'est que de la traduction. Et ça, c'est aussi important, c'est que de la traduction. Donc, vous avez un cerveau qui est capable ici de traduire. Si et seulement si, il est en connexion ici avec le cœur, ou si et seulement si, il peut utiliser un socle. Parce que sans ce socle, on ne peut pas, effectivement, ici, avoir le sens de l'expérience. En fait, il nous manque quand même quelque chose. On a besoin de transmission. Donc, c'est la nature, bien sûr, et c'est de la transmission qui est importante, et les choix d'outils qui feront ici le succès, la rapidité de la séquence, etc., etc. Donc, tous ces processus, c'est pour cette raison-là, évidemment, qu'ils sont parfaitement exécutés, qu'ils sont cohérents. Quand on dit la création est parfaite, évidemment, vous êtes parfait dans vos rôles, vous êtes parfait dans vos contradictions, vous êtes parfait dans votre monde aussi dissocié de ce que vous êtes, que vous ne pouvez le voir sur votre base de départ, mais parce que ce sont toutes vos pièces et c'est vous, en fait, qui devez ici les assembler. Donc, la manière dont est construit ce monde, le vôtre comme celui collectif dans lequel ici on est plongé, n'est absolument pas une erreur. Le programme n'a pas échoué, il s'exécute au contraire divinement, parfaitement. Le mot erreur, donc sa racine c'est error ou erroris, qui est l'action d'errer ici et là. Il n'y a absolument pas d'errance. Ça, il faut vraiment, au début c'est un concept, il faut vraiment se le dire, non, aucune erreur. On vous le dit souvent, il n'y a pas d'erreur. Si ça se produit, c'est parce que ça doit se produire. Il n'y a pas d'erreur. Tout est millimétré. On peut avoir peur d'échouer, évidemment, mais échouer, finalement, on a déjà échoué. J'ai presque envie de vous le dire comme ça. On échoue le jour où, en fait, ici, parce que échouer, ça signifie comme un navire, en fait, avoir dérivé et avoir été mis à l'arrêt. Vraiment, le flanc sur le côté, on s'est pris l'iceberg et donc on ne peut plus bouger. Et en fait, c'est ce que représente l'existence humaine. C'est pour ça que je vous dis, on a déjà échoué. Maintenant, savoir comment on a échoué peut être probablement une question plus profonde, plus valable et probablement plus utile que la question est-ce que je vais échouer? Non, tu as déjà échoué, donc laisse tomber la question et progresse en fait. On a déjà une énergie qui est ancrée, qui fait partie de ce monde, donc elle a a priori échoué parce que sinon on serait dans d'autres. Donc il est plutôt préférable ici de remettre le navire en route. Ça nous donne ici en général une occasion d'être dans un court-circuit. Le sentiment d'avoir échoué, il donne la possibilité, et c'est ça qui est important, de réparer le navire pour reprendre la mer et donc pour explorer de nouveau. Donc c'est plutôt ce qui va nous aider si rapidement on accepte qu'on a échoué, qu'on est dans un monde où on a échoué, et bien, et donc au sens premier du terme, encore une fois, pas au sens erreur, au sens premier du terme. Oui, nous avons échoué et non, il n'y a pas d'erreur. Oui, nous avons échoué parce que nous sommes dans ce monde dans lequel il va falloir se réassembler, il va falloir réparer le navire, et non, il n'y a pas d'erreur. C'était de cette manière-là, il n'y a pas d'égarement, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Donc, ces deux concepts, qui en général vont de pair, ne peuvent pas s'assembler. Erreur et échouer ou échec ne vont pas ensemble. Autrement, vous ne saurez pas reprendre ici la navigation. Donc on peut avoir ce sentiment et cette sensation. Ici, voilà, pour reprendre la navigation, il faut déjà sentir qu'on a échoué. Donc évidemment, quand on s'incarne au départ, on n'a pas le sentiment d'avoir échoué. On ne sait pas ce que c'est la vie, en fait, on a oublié. Donc cette impression d'échec, c'est celle qui va nous donner l'opportunité justement de nous mettre à l'arrêt. C'est le paradoxe dont on a besoin, qui est induit par cette peur de l'erreur, qui est la source de notre réalignement.
Donc échouer, c'est une distorsion, évidemment, c'est cette sensation intérieure qui est une distorsion. Et l'erreur, quelque part ici, c'est le paradoxe, parce que en fait, c'est parce qu'on considère qu'il y a des erreurs, donc on a cette conception, donc c'est mental, et qui au sens figuré d'ailleurs signifie, au-delà de l'action d'errer et d'être égaré, il n'y a que notre cerveau évidemment ici qui nous laisse à penser, c'est lié à l'incertitude et à l'ignorance. Alors oui, nous péchons par ignorance, clairement en fait. Et ça, c'est induit par le simple voile ici de l'oubli. Oui, on ignore qui nous sommes. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est un paradoxe, que ce n'est pas intérieur et que c'est vraiment un mécanisme extérieur. C'est conditionné par le plan physique en lui-même. Donc on pêche par ignorance. On ne sait plus en fait. On arrive ici, on ouvre les yeux. Bonjour maman, bonjour papa. On ne sait plus en fait. Donc oui, l'ignorance, effectivement, ici, nous fait, alors si on retire le mot péché, on nous fait chuter. Voilà, on atterrit avec l'ignorance. Et en plus, il y a plein de trucs ici sur cette terre qui nous poussent et qui nous imposent ici dans le code moral. Parce que, alors, d'une part, dans le côté culturel, on est dans une culture judéo-chrétienne, mais quand bien même on ne serait pas dans une culture judéo-chrétienne, en fait, le principe ici de péché est propre à la valeur morale impliquée depuis des siècles et des siècles, amen, par les religions. Donc, en fait, c'est le paradoxe de l'humanité de son point de vue originel. Et péché signifie, donc c'est peccatum, il signifie faute, erreur. En fait, là, vous comprenez où va se situer le paradoxe parce que ça représente effectivement le système de la coupure, ça représente le choix de division aussi, de se diviser ici entre humain et divin. Ça représente la blessure originelle, mais c'est surtout ce qui nous permet d'atterrir ici dans ce corps, donc d'échouer en fait. Donc là, on est un peu dans l'œuf ou la poule. Lorsque l'on porte ici une croyance autour de ça, on va rapidement tomber quand même dans l'œuf ou la poule. Donc ces croyances, c'est celles qui nous permettent bien sûr d'alimenter les factions que vont représenter le bien et le mal depuis l'émergence et la nuit des temps. Et d'ailleurs, elles nous promettent la prochaine apocalypse. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans le début et la fin, dans l'éternel ici recommencement, parce que nous avons eu cette mauvaise idée de croquer la pomme qui représente la connaissance. Sauf que c'est l'ignorance qui nous empêche ici de nous en souvenir. Donc connaissance ou ignorance, ici je vous laisserai choisir, mais la manière en tout cas dont sont présentées les choses, et vraiment je vous conseille de beaucoup étudier parce que c'est par l'étude, donc c'est bien par la connaissance ici que se trouve la clé. Plus vous allez étudier, non pas sur principe d'adhésion, mais sur principe de collecter les choses, de les chercher, avec la tête de chercher ici des informations potentielles pour trouver avec le cœur, donc savoir si ce qui est présenté, qui n'est jamais dans la forme aboutie de votre cœur, vous allez voir que vous allez rapidement mixer les choses si vous le faites. Vous verrez que vous n'aurez pas les réponses, par exemple, ici dans la Genèse, ça va pas ici faire tiquer votre cœur. Enfin, si, ça le fera probablement tiquer, parce qu'il va se dire, il y a quelque chose ici qui est quand même de l'ordre de l'enfermement. On est déjà des pécheurs dans le simple fait d'être humain, donc c'est déjà un problème ici en soi pour s'extraire de ça, en fait. C'est-à-dire finalement, on est déjà en pénitence avant même notre naissance. Je trouve ça dur, en fait, ici, quand même, de le considérer de cette façon-là. Et bon, la Genèse, elle appartient évidemment ici à toutes les religions, donc c'est pas propre à une religion plutôt qu'une autre. Le côté pécheur est induit ici par l'humanité, donc ça fait porter un sacré fardeau quand même ici sur les épaules de tout à chacun lors de l'incarnation. Et il y a des anti-genèses, c'est-à-dire qu'il y a des théories ici alors c'est même pas des théories, ce sont des écrits, c'est aussi ancien que la Genèse dans la forme ici choisie. Il y avait d'autres Genèses, et donc c'est très accessible, vous pouvez lire d'autres Genèses, notamment celle des gnostiques. Et en fait, on est dans l'antithèse. C'est-à-dire que si la Genèse est la thèse, le gnosticisme est l'antithèse, mais on est toujours dans la faction du bien et du mal. Et la vérité probablement se situe ici au centre. Étudier ces textes sont très très inspirants et chacun doit en tirer ses propres conclusions, mais ça donne une information quand même ici sur l'origine et la source de l'humanité qui est très intéressante.
il ne faut pas s'y perdre. L'humain a besoin, parce que le cerveau est conçu comme ça, a besoin de se nourrir. Donc moi, je vous conseillerais toujours de vous nourrir de connaissances, d'avoir justement beaucoup de temps, entre guillemets, perdu, à votre temps perdu, plutôt que de regarder ici des choses qui vont vraiment, alors certes, en un sens vous divertir, parce que c'est sûr que ça fait moins marcher la tête, mais qui en fait, ici, ne vous permettent pas de vous développer justement dans la pensée, font que finalement, on appauvrit un petit peu aussi notre mécanisme et donc on appauvrit notre zone cognitive. Donc moi, je vous conseillerais toujours d'élargir vos connaissances pour en tirer de la compétence. Mais ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. En tout cas, je trouve que de réutiliser les symboles les plus classiques pour effectivement se les réapproprier et se resituer dans la neutralité d'un point de vue ici physique, c'est très important parce que c'est ce qui nous libère aussi du poids, en fait, du poids de l'humanité, du poids de finalement la moralité, et c'est ce qui vous permet aussi d'aborder le monde autrement. Et je crois en tout cas, mais encore une fois, vous saurez probablement mieux en témoigner que je ne peux l'imaginer, et ça peut être difficile, mais en fait, c'est ce qui ouvre justement le cœur, mais vraiment dans la compassion profonde et pas effectivement dans le reflet de la compassion qui voudrait ici nous laisser à penser que finalement il faut des miracles et des gens extraordinaires pour venir laver ici les péchés de l'humanité. Pour moi, c'est quelque chose qui nous fait attendre ici d'un point de vue supérieur. Alors, si on attend, en fait, on n'est plus ici dans l'action. Et là aussi se situe le paradoxe. Si on accueille et si on accepte l'idée que l'humanité n'a pas besoin d'être sauvée, mais qu'en revanche, elle a probablement besoin, ici, cette humanité, de sortir justement de cette dépendance ou de cette indépendance dans la croyance. Encore une fois, la neutralité, c'est de pouvoir embrasser ici son autonomie, c'est la reprendre. En tout cas, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même sans entrer dans le conflit ici avec les croyances des autres, c'est embrasser notre propre énergie de création, notre créateur, d'être ici impliqué avec sa propre créature, c'est assembler. Et c'est ne plus justement ici être ce passager dans le sens le plus clandestin qui ne fait que passer ici d'une existence à l'autre, mais de devenir le tout à la fois et de prendre les commandes ici et maintenant à partir du socle que l'on souhaite désirer faire émerger, et une fois qu'il a émergé, que l'on va souhaiter ici conduire, diffuser, propager, faire grandir, mais à partir de notre fondation la plus solide, notre cœur. Voilà pour cette dernière vidéo de l'emprise. Alors je précise que c'est la dernière parce qu'on va évidemment entrer dans une toute nouvelle énergie avec la balance. Donc dans cette forme en tout cas, toutes les bases ici ont été posées, toutes les informations pourront être évidemment ici revisitées. On a besoin de passer dans le cœur, donc l'expression du cœur ici avec la balance. Ça commence maintenant. La Vierge nous permet de sortir ici de la pensée parce que la balance nous ouvre les bras du cœur. Donc on doit passer le cap, et pour passer le cap, il faut faire évoluer ici évidemment le contenu, donc un dimanche sur deux. On verra comment ça va se placer. On va repartir un petit peu à l'endroit de notre côté, c'est-à-dire ne plus tisser les fils entre les archétypes, mais se repositionner à partir de la balance, comme on l'avait fait dans le bélier. Donc je ne sais pas vous dire au moment où j'enregistre si, on va dire dans 15 jours, il y aura une vidéo autour de la balance, ou si effectivement il nous faut un petit temps d'arrêt, un petit temps de digestion, et donc eh bien, repartir plutôt en mutation avec le Scorpion. De prime abord, je dirais, la balance va être plus neutre. On va créer les ponts. Et puis, on va partir justement ici sur des capsules un dimanche sur deux qui vont nous permettre de commencer, grâce au processus ici du Scorpion, à muter. Voilà. Mais bon, en le disant, je sens que ça sera comme ça globalement. Mais voilà, je me laisse l'ouverture possible pour peut-être voilà, produire quelque chose un petit peu d'intermédiaire et revenir peut-être sur des notions, parce que je vais aussi avoir besoin, moi de mon côté, hein, on a beaucoup ici enchaîné les tournages, je vais avoir besoin de me poser un peu autour de ça pour comprendre comment mieux vous aider à vous diriger voilà, vers votre propre cœur. Et donc, si on a besoin d'utiliser le dimanche pour cela, eh bien, vous en serez évidemment informés.
Mais donc, on va conclure dans quelques jours le processus de la Vierge et puis ensuite, effectivement, on entrera dans la Balance. Donc, laissons les points ici se relier les uns après les autres. Puisqu'on termine sur le chapitre de l'emprise, de mon côté, je vais vous conseiller de reprendre l'ensemble ici des notes que vous avez réalisées autour de ces vidéos depuis le Taureau. Peut-être de revenir sur certains points en particulier pour justement passer le cap ici de la Vierge. C'est un cap très important à franchir. Et pour certains, vous êtes vraiment prêts. Mais voilà, il faut laisser émerger quelque chose qui a pu être très théorique jusqu'à ce stade afin que vous puissiez vous l'approprier. Donc le cœur, évidemment, ici trouvera ce que la tête a cherché maintenant depuis de nombreux mois. Et laissez, voilà, ici la magie du cœur opérer quelque part. Mais donc en attendant de vous retrouver pour terminer la Vierge, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.